Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Diaspora. Aujourd'hui, j'accueille Assia Sidibé, qui est directrice de Unit Life. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on t'a eu déjà sur le... Alors, on ne t'a pas eu sur le plateau, hein. On t'a invité à Télé Sud, mais c'était l'époque où on faisait beaucoup de Skype. Alors, on est très heureux de t'avoir enfin chez nous parce que tu portes une organisation non gouvernementale très importante. On va y revenir. Et aussi parce que tu es un personnage de la diaspora, et pas d'une seule diaspora, mais de plusieurs diasporas. On va voir la carte d'identité du Mali, puisque tu es né au Mali, mais tu as plusieurs origines. Je crois que ta maman est guinéenne, c'est ça? Oui, en fait, je suis née en France. Mon père est malien et ma mère est guinéenne. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Et maintenant en France. Donc ça fait Mali. Alors, on a vu le Mali furtivement, mais ta maman guinéenne, ça fait que tu as vécu aussi en Guinée, une partie Non. J'ai passé beaucoup de temps en Guinée. D'accord. Mais j'ai grandi, j'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. Mes parents se sont rencontrés en Côte d'Ivoire, qui était dans les années 80 un pays qui attirait les diasporas. Et de la région. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que diaspora, on a eu beaucoup de personnalités de la diaspora. Et souvent, on a l'impression que c'est quelqu'un qui part d'un point A pour aller à un point B. Du coup, on part du Mali, on arrive en France et on fait partie de la diaspora malienne. Mais souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que la plupart des diasporas africaines migrent en Afrique. Ça, on le sait moins. Et puis parce que toi, c'est vraiment A, B, C, D. Il y a plein de destinations. Finalement, tu te définis comment ? Et comment ça impacte ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça t'a donné quelque chose de particulier? Oui, bien sûr. En fait, je me définis comme une femme africaine. Je ne me définis pas forcément par rapport à un pays en particulier, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays du monde, j'ai côtoyé, j'ai des amis qui viennent du monde entier, pas forcément du continent africain. Et pour moi, oui, ça m'a apporté une richesse, une tolérance, je pense, et une ouverture culturelle également. On va essayer de te connaître un peu mieux avec ton album photo. Alors tu l'as dit, Assia, naissance en France, mais d'origine malienne. Oui. Grand-père et papa. Papa d'origine malienne. Donc d'origine malienne. C'est ça. On voit donc des images. Alors ça, c'est c'est ton grand-père. Ça, c'est une case dans le champ de mon grand-père. Dans le champ de ton grand-père. Oui. Et on va voir d'ailleurs le chant de ton grand-père et furtivement... Oui, alors ça c'est mes deux filles et ma mère de dos dans le champ, effectivement. Et là c'est un quartier de Bamako. Tout à fait, c'est Badlabougou en fait, c'est le quartier où mes parents habitent depuis toujours et là c'est mes filles que j'avais amenées à Bamako. Quel est ce rapport? Alors, ce rapport au Mali, c'est le rapport encore aux parents, parce que tes parents sont encore mes parents sont maintenant retraités, donc vivent au Mali. Et mes filles sont nées en Afrique du Sud, et donc du coup, je pense que c'est important. On pense que c'est important, mon mari et moi, de les faire connaître le Sahel, parce que c'est bien de connaître ses origines quand même. Et là, on te voit sur le fleuve Niger, enfin on te voit pas, on te devine sur ce magnifique fleuve qui est le fleuve Niger. Et c'est important pour se ressourcer. Est-ce que c'est vraiment de se ressourcer? Est-ce que tu y trouves j'imagine que tu allais au Mali quand tu étais plus jeune. Oui, quand j'ai passé beaucoup d'été à Bamako. Je grandissais en Côte d'Ivoire, mais toute la famille de mon père, il a une grande famille. Était à Bamako à l'époque et donc j'ai d'incroyables souvenirs avec mes grands-parents dans leur quartier d'Amdalaï, au champ, parce que j'ai une famille d'agriculteurs en fait. Tous les frères de mon père et même les sœurs ont tous des champs et adorent l'agriculture. Donc ça va être important parce qu'on va voir. Oui, peut-être que effectivement mes cousines aussi. J'ai beaucoup de cousines qui sont dans l'agriculture et peut-être que moi c'est ma façon. L'engagement d'Unit Life, on va voir, c'est très très axé sur l'agriculture. On va voir ta maison cette fois là en Côte d'Ivoire. Parce que tu as dit que tu as grandi en Côte d'Ivoire parce que j'imagine que tes parents ont peut-être déménagé pour le travail. C'est et donc ça. Tu es allé en Côte d'Ivoire pendant ton adolescence? Pendant mon enfance. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'adoption. Parce que même si je ne suis pas ivoirienne de sang, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, j'ai beaucoup de familles encore qui restent en Côte d'Ivoire. Et effectivement, c'est des souvenirs fantastique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très accueillant, très chaleureux. Avec beaucoup de diaspora. Avec beaucoup de diaspora. C'est un pays très ouvert, en fait.
Voilà, et je suis partie de la Côte d'Ivoire quand il y a eu le premier coup d'État et après la fermeture de l'école française. On te voit en 2017, tu retournes en Côte d'Ivoire dans le cadre de tes activités. Et donc, le fait d'être dans un pays que tu connais déjà, j'imagine que ça facilite quand même les relations de travail. Je me souviens d'un terme de Bill Clinton qui disait j'avais des voisins un peu de toutes les origines autour de chez moi, donc ça a fait que dans mon parcours de président, j'avais l'impression d'être chez moi partout. Alors toi, c'est encore plus important parce que tu as voyagé étant enfant. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, eh bien, quand tu dois discuter avec les gens, j'imagine que ça facilite les choses. Oui, je me sens chez moi. Et ils m'ont accueilli comme tel. J'étais en Côte d'Ivoire dans le cadre de mon travail à l'Union africaine pour l'ouverture du bureau de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Et je dirigeais le bureau pour le compte de l'African Risk Capacity, la Mutuelle panafricaine de gestion de risques. Et la Côte d'Ivoire a bien voulu nous accueillir. Donc, je suis chez moi là-bas également. Je suis chez moi. Tu es chez toi aussi en Afrique du Sud. On voit cette image magnifique de l'Afrique du Sud où tu as passé aussi une partie. J'ai passé, oui, 7 années formidables en Afrique du Sud. Je suis allée en Afrique du Sud je travaillais dans le secteur privé en France. Puis je suis allée en Afrique du Sud rejoindre l'Agence française de développement pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai rejoint l'Union africaine. Et j'y ai rencontré mon mari. Mes filles sont nées en Afrique du Sud. Et c'est un autre pays d'adoption que j'ai quitté pour retourner en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. On est perdu, mais c'est très très bien comme ça. Et alors, tes filles, elles sont sud-africaines, elles sont françaises, elles sont maliennes, elles sont guinéennes, elles sont multi... Il y a un passeport citoyen du monde. S'il y avait un passeport citoyen du monde, elles l'auraient effectivement. Leur père est américain d'origine d'Afrique de l'Est. Moi, je suis d'origine d'Afrique de l'Ouest. Elles parlent français, anglais. C'est des citoyennes du monde également. Tu leur apprends peut-être aussi une langue africaine ou elles passent beaucoup de temps, notamment avec mes parents qui sont maintenant retraités. Et donc, ça leur permet d'avoir aussi ce lien, y compris linguistique, culturel, ethnique. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est des enfants de la diaspora qui ont des enfants eux-mêmes qui sont exposés à plein de cultures et qui vivent dans des pays complètement différents, de garder cet ancrage, je dirais. On va maintenant passer à la rubrique solidaire. Alors, Assia, tu es la directrice ou la secrétaire générale, je ne sais pas comment. Directrice, on appelle ça. Du fonds Unit Life. Du fonds Unit Life. Et ce qui est un fonds donc, de lutte contre la malnutrition chronique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est tout simplement malnutrition chronique? Bien sûr, la malnutrition chronique, c'est une maladie qui se développe pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Donc ça commence dès la conception, dans le ventre de la maman, et ça continue jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et elle se développe quand l'enfant n'a pas accès aux nutriments essentiels. Donc en gros, quand la maman, puis l'enfant plus tard, ne mange pas assez d'aliments d'origine animale, de légumes et de fruits, certaines carences se mettent en place, et ces carences vont suivre l'enfant jusqu'à la fin de sa vie, sa vie adulte. Donc la malnutrition chronique... On voit d'ailleurs on va voir une photo de l'Organisation mondiale de la santé. Alors cette photo, elle est, tu vas la décrire. Ce sont des enfants qui sont atteints de malnutrition chronique, et donc ils ont un retard de croissance. Ça se voit à peine. Ils ont l'air juste plus jeunes que leur âge. C'est ça. Et c'est la tragédie de la maladie, c'est que c'est une maladie invisible. Qui est invisible parce que c'est vrai que ces enfants, on les croise, on se dit ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils ne sont pas amaigris, mais ils sont plus petits et ils font plus jeunes que leur âge. On voit très bien, le standard est de 1m32 pour cet âge, et ils sont beaucoup plus petits. Alors, on a, et c'est très bien expliqué sur le site d'Unit Life, la carence de micro-éléments. Micronutriments. Par exemple, le zinc, je crois, ça provoque une baisse du système immunitaire quand on n'a pas de zinc. Carence en vitamine A, on le sait, c'est la cécité. Et donc, vous, ce que vous faites, c'est vous allez chercher des fonds, c'est ça, pour en fait, vu que
encourager des projets. Exactement. Étant donné que c'est une maladie invisible, elle est très difficile à financer, à mobiliser des financements. Et donc, le mandat de Unit Life, c'est déjà d'en parler, d'augmenter la visibilité sur la maladie, et puis ensuite d'essayer de mobiliser des financements, notamment à travers le secteur privé, pour pouvoir ensuite allouer ces financements vers des projets de lutte contre la malnutrition chronique. Combien d'enfants sont touchés par ce phénomène? Je crois que c'est des centaines de millions. Oui, 1 sur 5 dans le monde, 1 sur 3 en Afrique subsaharienne, et en tout 144 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. On va voir, Assia, si tu veux bien, une petite vidéo que Unit Life a produite sur les effets de cette malnutrition chronique sur le cerveau humain. Le cerveau humain est étonnant. Durant les 1000 premiers jours de la vie, il établit les connexions dont il a besoin. Les connexions qui nous permettront d'apprendre, de développer des relations. Et notre incroyable diversité de talents et capacités. Pour cela, une alimentation saine est essentielle, sans quoi nous ne pourrons établir ces connexions. Notre système immunitaire s'affaiblirait, nous laissant vulnérables tout au long de la vie. En Afrique, la malnutrition chronique touche près de 30% des enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi Unit Life, l'initiative de l'ONU pour lutter contre la malnutrition chronique, et la fondation Ecobank demandent à tous les Africains d'établir des connexions, afin que nos enfants puissent se développer pleinement et mener une vie saine et prospère. Établissez les connexions aujourd'hui et donnez pour soutenir nos futures générations. En 1999, c'était 253 millions d'enfants qui étaient touchés par la malnutrition chronique. Aujourd'hui, 144 millions, ça veut dire que c'est positif. 109 millions d'enfants ont été sauvés, mais la Covid-19 fait que ça repart, c'est ça? Il y a une menace sur une augmentation de ce phénomène? Tout à fait, parce que l'impact de la Covid-19 dans les pays les plus fragiles, c'est la baisse des revenus. Beaucoup de personnes travaillent dans le secteur informel, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent au marché dans des métiers journaliers, il y a beaucoup de nounous, etc., de cuisiniers, de chauffeurs, et certaines de ces personnes-là ont perdu leur emploi. Et comme les aliments les plus nutritifs sont les plus chers, la première chose que les familles et les ménages coupent de leur alimentation, ce sont les fruits, les légumes. On garde les céréales, on garde les éléments qui tiennent à l'estomac et on élimine les aliments les plus chers, qui sont malheureusement les plus nutritifs. Alors, on expliquait un peu le fonctionnement de Unit Life. Vous n'êtes pas directement sur le terrain, il y a des gens qui travaillent sur le terrain, mais vous allez chercher des fonds, regarder les projets les plus importants et puis soutenir les projets qui vous paraissent pouvoir faire avancer les choses. Vous avez mis en place Make the Connection. Est-ce que tu peux nous en parler, Assia? Bien sûr. Make the Connection, c'est la première campagne panafricaine de lutte contre la malnutrition chronique que Unit Life a lancée avec le groupe Ecobank et sa fondation, et qui consiste donc à utiliser les réseaux d'Ecobank, les 26 millions de clients qu'Ecobank a, les 34 pays dans lesquels Ecobank est implanté, pour pouvoir donc déjà diffuser la parole et puis ensuite mettre en place des mécanismes de financement innovants, notamment par Ecobank, la mise en place d'un QR code qui permet de donner pour la lutte contre la malnutrition chronique en utilisant le monde digital. Donc cette campagne, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première campagne panafricaine avec une banque panafricaine du continent qui s'engage pour une cause panafricaine. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand vous êtes client, par exemple, de cette banque, vous ne voyez quasiment pas le don. C'est-à-dire que c'est très faible. C'est un mécanisme de micro-donation. Donc quand vous êtes client de la banque vous propose de donner ce que vous voulez. Ça peut être 10 francs CFA, je sais pas, ça peut être 5 Kenya shillings, ce qu'on veut. Parce que le principe, c'est la microdonation amenée à la masse pour pouvoir donc récolter des sommes importantes. Et vous travaillez aussi avec des influenceurs, aussi des jeunes qui sont dans le jeu vidéo, parce que c'est vrai que ça touche une autre catégorie de personnes. On va voir d'ailleurs une petite vidéo que vous avez produite sur le sujet. En tant que joueur, vous savez que les jeux peuvent vraiment booster votre cerveau et en particulier la mémoire et l'attention. Mais est-ce que vous savez à quel point une alimentation nutritive est importante pour votre cerveau? Aujourd'hui,
Un enfant africain sur 3 de moins de 5 ans souffre de malnutrition chronique. Ça veut dire que leur cerveau ne se développera jamais complètement. Aidez-nous à collecter les fonds pour que tous nos enfants deviennent d'excellents joueurs. J'ai donné. Et vous? Alors, des actions donc, pour lever des fonds, mais évidemment, vous ne vous désintéressez pas à ce qui se passe sur le terrain et vous soutenez un certain nombre d'initiatives. Par exemple, au Niger. Alors, on va voir par exemple ces images, ces photographies. Ce sont des mamans à qui vous expliquez comment on repère ces questions de malnutrition. Alors, elles ont, je crois, mettre un petit bracelet autour. Pour mesurer le périmètre brachial, le bras de l'enfant. Ça, c'est pour mesurer on voit la l'enfant là malnutrition qui... oui. Alors, vert, ça veut dire que tout va bien. Voilà, c'est ça. Rouge, qui a vraiment un problème de malnutrition. Parce que ce qui est très important dans la malnutrition, la question de la malnutrition, que ce soit la malnutrition aiguë dans ce qu'on montre là ou la malnutrition chronique, c'est déjà la sensibilisation de la maman. Parce que la femme est au cœur de l'action de la nutrition. Déjà, on est dans des zones où la moitié des agriculteurs sont des agricultrices. Donc c'est important que la femme agricultrice ait la même connaissance, les mêmes outils que l'homme, pour ne pas qu'on perde en production agricole. Ensuite, c'est la maman qui nourrit la communauté, qui nourrit l'enfant, qui fait la cuisine. Donc, la sensibiliser, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la prévention de la malnutrition chronique. On sait, ça me passionne, sur la maman, on sait que lorsqu'une femme gagne plus, elle investit prioritairement dans l'éducation, la nutrition, la santé de son enfant. Donc en passant par la femme, on peut aller beaucoup plus vite dans la prévention de ce genre de maladies. On voit aussi des photographies dans des champs. Alors vous travaillez au contact des agriculteurs. C'est ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. En fait, on passe par les systèmes alimentaires. Donc on commence par l'agriculture jusqu'à ce que l'aliment arrive dans l'assiette. Pourquoi l'agriculture? C'est parce que si on part dans des logiques durables, il vaut mieux donner aux fermiers, aux personnes sur le terrain, les outils pour qu'elles puissent se sortir elles-mêmes de la situation dans laquelle elles sont. Voilà pourquoi on investit dans l'agriculture intelligente face au climat. Dans les zones les plus touchées par la malnutrition chronique, on a aussi des sécheresses, des inondations qui viennent détruire les cultures. Donc c'est important de prendre en compte l'aspect climat et puis de prendre en compte l'aspect également égalité des genres et femmes. Voilà, donc on commence dans l'agriculture. On se dit, si on arrive à amener des aliments qui vont être plus nutritifs, qui vont être plus résistants aux effets du changement climatique, alors on fait un pas dans l'arrivée d'aliments, d'une alimentation diversifiée et plus nutritive. Alors là on voit un de ces types d'agriculture tout à fait qui préserve aussi l'environnement. Vous utilisez évidemment des engrais naturels. Comment on fait pour donner? On va, j'imagine, sur le site de Unit Life. Oui, on va sur le site de Unit Life. Si on veut donner à travers la campagne d'EcoBank, on va sur le site de Unit Life. On tape unitlife.org-make the connection et on a l'opportunité de donner. Non, on va voir ça. Je pense qu'on a une petite capture d'écran de votre site à Unit Life. Et si on est client d'EcoBank, on peut donner directement en flashant le QR code mis à disposition par EcoBank. Donc, est-ce que vous avez d'ailleurs des projets, enfin d'autres projets après EcoBank? Il y a d'autres partenariats qui sont... Oui, on vient de signer un partenariat avec les hôtels Onomo, qui sont présents dans 13 capitales africaines, pour également faire un peu la même chose, faire monter la connaissance sur la maladie et inviter les clients des hôtels Onomo à donner. Et ce qu'on essaie de faire également, c'est de montrer que des entreprises secteur privé africaines s'engagent sur des causes qui touchent le continent et les générations futures d'enfants. Voilà, donc là vous êtes sur le site de Unit Life et c'est très très simple. Très vous facile. Cliquez, donate, c'est très très simple. On donne avec sa carte de crédit ou par tous les moyens qu'on veut. On va passer à l'interview optimiste. C'est toujours comme ça qu'on termine l'émission. Assia, quel est le livre qui te rend heureuse? Le dernier livre que j'ai lu qui m'a rendue heureuse, c'est le tome 5 de L'Arabe du futur, de Riyad Sattouf. J'ai adoré
à travers l'histoire du petit garçon, les différents éléments culturels et le choc culturel entre la maman bretonne et le papa syrien. Ça te dit quelque chose, je vois, ça résonne un peu dans ta biographie. On conseille l'Arabe du futur, avant le tome 5, le tome 1, 2, 3, 4. Et c'est évidemment une BD qu'on conseille à tous, vraiment magnifique. Quel est le paysage? Je ne veux pas que tu te disputes avec les Maliens ou les Guinéens ou les Sud-Africains, mais le paysage qui te donne de la sérotonine. Alors, un paysage que je ne me lasse pas d'admirer quand j'y suis, ça fait longtemps, c'est la route scénique qui va de Cape Town jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Donc c'est une route magnifique, à droite la mer, à gauche la montagne, un microclimat qui change toutes les 20-30 minutes. Et la possibilité de voir des baleines. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est quand même l'un des plus beaux pays du monde. Voilà, donc tu t'es fâché avec Ils comprendront, ça va. D'accord. On conseille, allez-y et vous pourrez juger par vous-même. Quelle est l'activité qui te rend heureuse, à part te battre pour faire avancer ces causes? J'ai grandi en faisant de la gymnastique artistique. J'en ai fait de haut niveau et ça, c'est resté une passion. Donc j'adore la gym et j'adore regarder la gym à la télé, accompagner ma fille à son cours de gym, etc., etc. Quelle est ta définition du bonheur, Assia? La simplicité, la bienveillance. Et tu auras un conseil pour être heureux, heureuse? Pour être heureux, je pense que le plus important peut-être c'est l'empathie. L'empathie, la bienveillance et toujours se dire qu'on a beaucoup de chance d'être déjà qui on est et d'avoir ce qu'on a. Donc on ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas être heureux tout seul, on est heureux ensemble. Tu as raison, parce qu'on voit, il y a quand même des situations extrêmement tragiques. Tu as raison d'espérer pour le monde. Ma raison d'espérer pour le monde je me suis jamais vraiment posé la question parce que je suis quelqu'un de positif et je me suis jamais dit que le monde est sans espoir. Parce que, notamment à travers mon parcours, à travers les gens que j'ai rencontrés, à travers les personnes avec qui j'ai travaillé, à travers les anges gardiens que j'ai eus qui m'ont suivi pendant ma carrière, j'ai rencontré des personnes positives et je pense que j'ai pas vraiment une raison d'espérer parce que c'est positif et l'espoir est toujours là en fait. C'est presque naturel en fait. C'est naturel. Est-ce qu'il y a une personne peut-être pas forcément vivante, une personnalité que tu aurais aimé rencontrer ou que tu souhaiterais rencontrer? Une personnalité que je souhaiterais rencontrer. J'ai rencontré, du fait de mon travail, beaucoup de leaders, y compris africains, qui m'ont marqué. Une personnalité que j'aurais aimé rencontrer. Peut-être Nelson Mandela. D'accord, tu étais en Afrique du Sud, mais il était président à l'époque? Non, il était décédé. Il était décédé déjà. Mais tu es décédé. très jeune, Assia. Alors, une musique qui te rend heureuse? Une musique qui me rend... J'adore la musique ivoirienne. Sans me fâcher avec... On s'est réconcilié avec les Ivoiriens. Voilà, le paysage est sud-africain. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et j'adore le genre coupé-décalé parce que c'est un genre musical qui permet à la jeunesse ivoirienne d'exprimer de manière positive tout type de crise qui peut affecter le pays, qui peut rendre la vie difficile. Donc... oui, la musique ivoirienne, le coupé-décalé. Alors, si je te propose DJ Lewis, Grippe aviaire, ça passe. Ça te convient? On peut terminer l'émission comme ça. Oui, volontiers. Assia, merci beaucoup pour ton action. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer ce que c'était Unit Life. Je vous incite évidemment tous à soutenir Unit Life. Merci, Assia. Merci, François. Pour ton Merci beaucoup. parcours inspirant.